mettre sur la table sera un dossier peut-être où, contrairement à ce qu'on dit souvent, tout est noir, on peut y voir un peu d'espoir. Un peu d'espoir parce que la justice est cet instrument qui parvient à réguler la société. Et aussi la justice est celle qui rappelle que tout citoyen est égal à l'autre devant la loi. La justice est aussi cet instrument qui permet de combattre les injustices et de ne pas accorder des pouvoirs illimités à certaines personnalités ou à certaines autorités, telles que des gendarmes, des militaires ou même des policiers qui, une fois en tenue, peuvent se permettre n'importe quoi, étant convaincus qu'ils jouissent d'une immunité et qu'ils sont au-dessus de la loi. Si je dis que ça peut être une note d'espoir, c'est parce que, justement, 5 policiers camerounais viennent d'être affectés d'aller montrer leur capacité au niveau de la 11e région du Cameroun, à savoir la prison de Kondengui. C'est quelque chose de rare, surtout lorsque ces policiers sont envoyés derrière les barreaux par leur propre chef, à savoir le délégué général à la sécurité nationale, Martin Bargangele. Ceci vient également du fait que les réseaux sociaux parviennent au moins à sensibiliser et que lorsque les gens sont indignés, parfois ça peut apporter quelques résultats. En effet, chacun d'entre vous a vu cette vidéo qui a fait du buzz et qui faisait surtout mal au cœur dans les réseaux sociaux de voir des policiers du 18e arrondissement de Yaoundé dans leur laboratoire de tortionnaires, eh bien, prendre une machette et, sous prétexte qu'ils avaient attrapé un présumé voleur, ils étaient en train de lui infliger une torture inhumaine. Les douleurs, les cris de ce garçon faisaient mal au cœur. D'autant plus que le bourreau qui avait une grosse machette et qui appliquait ça sur la plante de ses pieds était non seulement musculeux, mais il était d'une barbarie incroyable avec de gros bras. Et bien sûr, cela ne s'était pas arrêté là, puisqu'un autre était monté sur les 2 jambes de la victime, lui infligeant encore beaucoup plus de douleur. Cette vidéo a fait de telle sorte que le délégué général à la sécurité nationale fasse une sortie pour justement confirmer que ces scènes horribles s'étaient passées dans l'enceinte du commissariat entre le 15 et le 16 septembre, donc au milieu de cette nuit de terreur. Et il avait réagi condamnant que la police camerounaise ne devrait pas se comporter ainsi. Le 21, ces policiers étaient mis à la disposition ou alors étaient transférés au parquet. Et puis, finalement, ils ont été déposés à la prison de Yaoundé.
Pour ce geste, on peut s'en féliciter de voir un officier de police, premier grade, jeté en prison, un inspecteur de police, plus 3 gardiens de la paix. On peut se réjouir qu'au moins c'est un début pour que l'impunité ne puisse pas continuer, persister, être la règle d'or appliquée pour arracher des aveux aux forceps dans des commissariats réduits finalement en rôtissoirs. On pourrait également féliciter le délégué général à la Sûreté nationale, bien qu'étant un homme de l'Antiquité, de revenir à la modernité, de savoir qu'on peut utiliser d'autres instruments pour obtenir des aveux et non torturés, puisque déjà des aveux arrachés sous la torture devraient systématiquement être rejetés. Après avoir donc eu à féliciter, parce qu'il le faut, quand c'est bien, c'est bien. Quand on prend conscience, c'est bien, pourvu que des gestes, des actes de cette envergure puissent se multiplier. Mais cependant, nous pouvons aussi nous poser des questions. Première des choses, il y a un responsable dans ce commissariat. Où est le commissaire? N'était-il pas au courant que cela se passait souvent ainsi? D'autant plus que cette matière était dans un commissariat. Et le commissariat, va-t-on me le dire, achète des matières pour quoi faire? Et il y a un champ là-bas, on laboure quoi? Ou on défriche quoi? Le commissaire ne connaissait-il pas les instruments qu'il y a chez lui? C'est vrai qu'on a déjà des matraques dans des commissariats. C'est vrai qu'on a des bombes lacrymogènes dans des commissariats. C'est vrai qu'on a des PA dans le commissariat, qu'on a des menottes dans le commissariat. Mais qu'est-ce que la machette faisait dans un commissariat? Cela prouve donc que le commissaire et même la chaîne au-dessus étaient bel et bien concernés et devraient en payer. Et au-delà de ça, il faut se dire que si cet acte est puni, c'est parce qu'il a fait beaucoup de buzz dans les réseaux sociaux, mais ce n'est pas un acte isolé, puisque dans la quasi-totalité des commissariats du Cameroun, c'est la méthode utilisée, la torture. Dans la quasi-totalité des commissariats, c'est des règlements de compte. Il suffit qu'un plaignant vienne, qui donne un peu d'argent, et puis on enferme quelqu'un, on le garde en cellule, on le torture, quitte à ce que lui-même puisse aussi donner de l'argent au commissaire pour qu'il soit libéré. Ces méthodes, nous les avons toujours décriées. Ces méthodes existent bel et bien dans tous les commissariats. Au-delà de ça, combien de fois a-t-on vu les images de ces policiers qui non seulement sont en état d'ébriété, et de toutes les façons, pas seulement les policiers, les hommes en tenue, bagarrer partout, arrêter des individus, aller régler des problèmes contre les voisins au quartier, et puis aller les enfermer, aller les humilier, parfois arracher les femmes des voisins, voire des frères, ou des rivaux. Combien de fois a-t-on vu des policiers dans des bars en état d'ivrognerie? Combien de fois a-t-on vu des policiers corrompus ou alors attraper des chauffeurs pour qu'ils soient payés parce qu'ils n'ont pas de papiers, ou même s'ils ont des papiers, on les appelle les mange 1000, voire les mange 500, puisque le service est réduit maintenant à la baisse. On le sait donc, la police camerounaise est l'une des plus corrompues du monde. Les méthodes de notre police sont critiquées et sont totalement archaïques. Il faut donc rénover au niveau de la police. Il faut donc une autre éducation, une autre formation. Et puis, il faut aussi permettre des contrôles de routine dans ces unités de police. À quoi sert la police des polices? Existe-t-elle au Cameroun lorsqu'on connaît
les complicités qu'il y a entre ces policiers. Et d'ailleurs, monsieur Martin Bargangele est allé un peu plus loin en faisant arrêter celui qui avait filmé cette scène. Était-il policier? Pourquoi l'a-t-on arrêté? S'il n'y avait pas cette vidéo, personne n'aurait été au courant. Puisque c'est de cette façon qu'on maltraite des gens dans des commissariats. Dans des commissariats, on n'est même pas encore supposé être un coupable. Mais on est déjà déshabillé. On est déjà tabassé. Et parfois, on est même filmé. Et on est exposé dans des réseaux sociaux. Sans tenir compte de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais au-delà de ça, on peut aussi dire, ces policiers qui ont bénéficié ou alors sont tombés sous le coup de la loi et qui se retrouvent en prison, ne sont-ils pas tout simplement juste quelques amuse-gueules qu'on voulait lancer à l'opinion publique pour dire que la justice camerounaise est consciente et voudrait arrêter certaines scènes de barbarie? Puisqu'il y a des gens qui sont encore en totale impunité et qui ont commis plus que ça. On le sait très bien, des hommes sont morts dans des commissariats, voire dans des gendarmeries. Je parle particulièrement d'un journaliste, Samuel Ouazizi, qui, depuis plus de 2 ans, a été assassiné dans une cellule de la CEMIL, la sécurité militaire. Non seulement on n'a pas retrouvé son cadavre, non seulement on n'a pas restitué son cadavre, voulais-je dire à la famille, mais personne n'a été inquiété dans cette affaire. Le colonel Émile Mbankwi se promène en toute quiétude. Aucun gendarme, aucun militaire n'a été inquiété. N'a-t-on pas vu tout simplement mettre seulement ce qui disait que ça, on peut mettre ça, classé comme une bavure policière, une bavure d'un gendarme qui prend son arme, pointe sur quelqu'un, là-bas. N'a-t-on pas vu un sous-préfet tirer à bout portant sur une de ses compagnes, une jeune étudiante? Ce sous-préfet est où? Il n'a jamais été jugé. Et il est en liberté, ce pavane, alors que la famille est en train de pleurer. Combien d'hommes donc, non seulement des sous-préfets comme on peut en parler, des gendarmes, des militaires comme ceux-là qui ont assassiné des enfants, que ce soit en Garbourg et consorts, qui sont encore en liberté. Ça, on ne peut pas vivre dans un pays qui laisse l'impunité se développer autant. Dans un pays où tout le monde, parce qu'il a juste la tenue, et se dit j'ai les attributs de l'État, je peux me permettre n'importe quoi. Ça devient donc, finalement, lorsque la justice n'agit pas, je l'ai toujours dit, ça devient la justice populaire. On assassine parfois les bourreaux pour se venger. Ou alors tout simplement on assassine parce qu'on sait même qu'il n'existe même pas de justice. Ou alors parce qu'on va donner un peu d'argent et on va se retrouver en liberté. Cette liberté aujourd'hui fait que beaucoup d'innocents soient en prison en attente de jugement, alors que des coupables sont bel et bien dehors et jouissent d'une impunité, d'une immunité. Les prisons camerounaises sont surchargées parce que les gens ne sont pas rapidement jugés. Et pendant ce temps, des grands criminels se baladent un peu partout dehors. Et même d'autres aujourd'hui profitent de la situation confuse qu'il y a au Cameroun pour se livrer dans des règlements de compte. Et parfois les attribuer à des Amazoniens.
Parce que c'est le générique qu'on utilise maintenant. Dès qu'il y a un crime qui est commis, on dit non, c'est les Ambazoniens qui ont fait une éruption. Et puis l'enquête de la police est bâclée, ou de la justice ou de la gendarmerie. C'était ce qu'on déduit. Rien que quand on voit un crime qui est en train de se passer, sans même chercher à enquêter, ont déjà donné un nom du criminel. Le criminel, c'est l'Ambazonien. Le criminel, ça peut être le terroriste de l'opposition. Le criminel, ce n'est jamais quelqu'un du parti au pouvoir ou de la famille. Et d'ailleurs, c'est ce qui vient de se passer à Bafoussam, où une jeune fille de 14 ans au lycée bilingue a été assassinée le 1er octobre 2021. La guerre là. Ses parents n'étaient pas là. Un individu est venu, a toqué à la porte. Elle a ouvert la porte. Le monsieur est venu avec la machette et s'est mis à la décapiter de la tête jusqu'aux pieds. Elle a été épluchée, transportée de toute urgence à l'hôpital. Son diagnostic vital est engagé. Cette fille n'avait que 14 ans. Mais immédiatement, les forces de sécurité dépêchées sur place ont accusé les Ambazoniens. Parce que cet individu a pris place, a pris fuite. On dit c'est un Ambazonien. C'est très facile à dire ainsi. Mais quand on regarde, est-ce qu'un Ambazonien a besoin d'aller utiliser uniquement la machette pour aller éplucher quelqu'un à Bafoussam? Et comment a-t-on su que c'est un Ambazonien puisqu'il n'a même pas parlé? Et puis, les Ambazoniens revendiquent leurs actes. Les Ambazoniens ne viennent pas vous trouver, ils vous assassinent tout simplement. Les Ambazoniens ont des revendications. Et ce ne serait pas sur une fille qui était chez elle, en toute quiétude, à Bafoussam, et qu'on va dire immédiatement que oui, ce sont des Ambazoniens. Je n'exclus pas complètement que ça puisse être quelqu'un qui soit peut-être anglophone ou peut-être qu'il soit ambazonien, d'autant plus que jusqu'à présent, aucune enquête réelle n'a été faite. Mais je ne voudrais pas la justice expéditive, nominative, où on joue à la loterie et on lance des mots pour effrayer des populations qui sont déjà assez apérées. C'est vrai que ce crime coïncide avec le 1er octobre. Mais est-ce à dire que le 1er octobre, qui est le jour de la fête de l'indépendance du Southern Cameroun, le Cameroun anglophone, que tous les crimes qui sont commis ce jour-là dans le monde ou au Cameroun sont seulement commis par les Ambazoniens? Non, ce serait trop facile. L'Ambazonie dont on parle n'est pas seulement un territoire de criminels. Et d'ailleurs, on a dû écouter les discours des responsables de l'Ambazonie, tels que le président du gouvernement intérimaire, Samuel Sako Ekome, qui d'ailleurs a demandé à son peuple d'éviter de faire des attentats auprès des populations civiles, d'éviter d'attaquer des écoles, des hôpitaux ou des ONG, mais que la priorité des priorités était ces forces de sécurité qui étaient sur leur territoire. Il a essayé de justifier justement que le gouvernement, en investissant les écoles et en allant dans des quartiers, partait créer la psychose pour montrer que ce sont eux, les Ambazoniens, qui sont bel et bien les plus grands criminels, les plus grands assassins et qu'il ne faut pas adhérer. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité est que ceux qui nous disaient que ça allait faire chier, lorsqu'on regarde comment est-ce que ce mouvement est en train d'évoluer, on se pose donc des questions qui sont d'ailleurs inquiétantes. Puisque, justement, après que les Ambazoniens aient eu à réaliser l'attentat du 16 septembre 2021,
qui a coûté la vie à une vingtaine de militaires camerounais, soit dit en passant, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de deuil national, il n'y a pas eu du mot de chef de l'État, donc on continue comme si de rien n'était. Eh bien, on a vu certaines personnalités du Cameroun, et plus précisément le ministre délégué à la Défense, Joseph Bettia Somon, dire qu'on allait changer de paradigme par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Ambazonie. Mais qu'a-t-on vu? Loin de ce qu'on pouvait croire, qu'il contrôlait le territoire, le 1er octobre, les Ambazoniens ont défié les autorités camerounaises en organisant des défilés militaires et civils. Et pourtant, les autorités camerounaises avaient envoyé des chars nous disant, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ils avaient sorti de nouveaux effectifs, envoyés en renfort. Et puis, ils avaient même décrété que toutes les manifestations étaient annulées. Mais vous avez pu voir les Blue Warriors qui ont fait un défilé. Mais où étaient les forces de sécurité du Cameroun? Quand on brandit des armes sur un territoire, un État souverain de cette envergure-là. Et on va nous dire que non, calmez-vous, nous contrôlons tout. Chacun a vu ce qui s'est passé à Bessie, où d'ailleurs aussi il y a eu un défilé militaire et il y a même eu des défilés civils. Et c'est là où ça devient inquiétant. Parce qu'au-delà de ce que le président intérimaire de l'Ambazonie appelle l'armée de la restauration, les forces de restauration ambazoniennes, eh bien on constate quand même qu'il y a un engouement du peuple anglophone à s'allier à la cause. Et là, c'est un échec du gouvernement. Parce que lorsqu'on voit un défilé civil, que les gens adhèrent, alors que le gouvernement a défendu toute manifestation depuis le 15 septembre. Bon, cela en fait aussi justement avec la déclaration ou le décret de ce que les Ambazoniens ont appelé, eh bien, le lockdown. Donc, maintenant, les villes mortes. Les villes mortes ont été décrétées. Le gouvernement est arrivé, nous a dit qu'il devait avoir ceci et cela, sauf qu'on a vu que les banques étaient fermées. On voit que les commerces sont fermés. Donc, les populations adhèrent à cette idéologie. Et quand les populations adhèrent, comme le disait malheureusement ou fort heureusement leur président par intérim, qu'il ne s'agit plus d'un maréchal, d'un général, il ne s'agit plus de fiel marshal que le gouvernement cherchait avant. Il s'agit maintenant de 8 millions d'Ambazoniens, de 8 millions de généraux, de 8 millions de maréchaux. Parce que lorsqu'on voit que, par exemple, dans une ville, vraiment, comme Bamenda, on voit toute une route, non loin de la cité de Nidjon Frundi, à Darikon. On voit une route qui est peinte aux couleurs ambazoniennes. On voit une école, en Gono, qui a un drapeau ambazonien, le premier. Mais le symbole est très fort. Où étaient les forces de sécurité? Cela veut dire que les forces de sécurité ne peuvent pas tout contrôler et ne peuvent pas juguler cette crise. Cette crise va au-delà et se développe de plus en plus. Et d'ailleurs, que ce soit Sissoko Ayuk Tabe, dans son message depuis la prison principale de Yaoundé, a bel et bien reconnu et d'ailleurs motivé les siens à tenir. Et tous ont actuellement à notre disque
ce n'est plus le défaitisme, c'est plutôt l'optimisme, puisqu'ils reconnaissent qu'au début, lorsqu'ils ont voulu commencer à manifester ou alors revendiquer leur indépendance, en 2017, pas seulement là, mais qu'ils avaient été brutalisés. On avait pris le dessus sur eux. Mais aujourd'hui, ceux qui n'avaient que des fronts, ceux qui n'avaient que des machettes, ceux qui n'avaient que des lances ou des fusils de chasse, ont aujourd'hui des armes sophistiquées. Ils ont aujourd'hui des bombes qui s'appellent Haïdaï. Ils ont aujourd'hui une formation, parfois qui défie celle même du BIR. Ils ont aujourd'hui des sponsors, puisqu'ils disent qu'ils mobilisent de l'argent. Qui leur donne de l'argent? Déjà, eux seuls dans la diaspora, ils peuvent rapidement faire des levées de fonds. Et au-delà de ça, n'oublions jamais que lorsque un conflit s'étend longtemps, eh bien, il y a toujours des forces étrangères qui vont se mêler, d'autant plus que cette partie du pays est très riche en or, en pétrole, en diamants et même en poissons. Ce qui signifie que de la même façon qu'on a vu certaines crises s'installer, de la même façon qu'on a vu des crises s'enliser comme à l'Érythrée, eh bien les Amazoniens savent que le conflit, plus il va s'enliser, plus ils ont, bien sûr, les choses en main. Et d'ailleurs, ils ne le cachent pas, ils disent qu'ils sont prêts maintenant. Ils ne peuvent négocier que d'égal à égal avec le Cameroun francophone et sous couvert de la médiation suisse. Et d'ailleurs, ils disent que c'est maintenant au gouvernement camerounais de déclarer l'arrêt des hostilités en disant, eh bien, nous déposons les armes. Et comme ça, eux, ils pourront prendre une résolution plus tard. Cela veut dire que dans ces crises, je ne suis pas en train de dire que les Amazoniens vont obtenir l'indépendance, vont faire ceci et tout, mais je suis en train de dire que l'État du Cameroun est en train de s'affaiblir de plus en plus, de jour en jour, et de se faire entourer par un noyau d'ennemis. Parce qu'il ne faut pas oublier que, en voulant absolument détourner l'histoire, en voulant cacher le passé, nous sommes malheureusement en train de faire ce qu'on dit chez nous. Tu craches en haut, en l'air, ça te retombe sur la tête. Parce que, avec la résolution 1608, qui donnait déjà cette indépendance au sultan de Cameroun, eh bien, Ahidjo avait entrepris, avec d'autres anglophones, d'entreprendre la réunification du Cameroun, ou des deux Camerouns, comme 40 ans avant. Et c'est dans cette optique que justement, le 1er octobre 1961 devrait être célébré comme la fête de l'unité nationale du Cameroun. D'où sort le 20 mai? D'où sort le 20 mai? On veut dire que le Cameroun, qui est le premier pays indépendant, l'un des premiers pays indépendants, puisque c'est après la Guinée que le Cameroun devient indépendant. Comment peut-on nous dire que le Cameroun est devenu indépendant avant? Donc, nous étions là en 1960, et puis en 1961, on fait la réunification, et maintenant, on fait en 72. Voilà ce que les Amazoniens et les anglophones sont en train de dénoncer. Parce que nous nous sommes réunis sur une base. Cette base, c'était le fédéralisme.
le fédéralisme. C'est ça la République fédérale du Cameroun. Pourquoi la République fédérale du Cameroun disparaît subitement en 1972? Puis, Paul Biya arrive. Il enlève même République unie du Cameroun pour refaire la République du Cameroun. À cette époque, ce n'étaient pas les Amazoniens. C'était un mouvement qui n'était que politique. Mais comme on a aussi brimé, qu'on appelait le SNC, il n'avait pas des armes. Mais aujourd'hui, on a affaire à une rébellion armée. Et une rébellion armée, nous l'avons dit à plusieurs reprises, ne peut pas se vaincre en un jour. Que ceux qui connaissent ce qui s'est passé, que ce soit en Érythrée, que ce soit en Colombie, que ce soit partout, même si ça fait n'importe comment, ce n'est pas en un jour. Et au-delà de ça, quand ils avaient commencé ça, il faut savoir que en 61, quand Ahidjo fait son discours, le Cameroun a moins de 4 millions d'habitants. Tout le Cameroun a moins de 4 millions d'habitants. Donc, Cameroun anglophone plus francophone réunis. Moins de 4 millions d'habitants. Là, nous sommes bientôt peut-être à 30 millions, on ne sait pas, puisqu'on ne fait même jamais de recensement général au Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la mesure où rien que les deux régions anglophones, rien que ces deux régions anglophones ont déjà 8 millions d'habitants. On va les phagocyter comment? Et la difficulté revient donc là. Puisque ces gens-là sont obligés soit de devenir ambazoniens, soit de prendre fuite. Et quand ils prennent fuite, ils vont où? Ils vont donc, par exemple, dans des villes qui sont à côté ou des régions qui sont à côté, c'est-à-dire que l'ouest et le littoral. Et quand on connaît les porosités et surtout la promiscuité, le manque de sérieux, et même qu'on ne connaît même pas, on ne contrôle même pas la démographie de ces territoires-là, enfin, de ces villes-là, ça devient très sérieux. On a vu qu'à Bakassi, la terre que le Cameroun a bataillé pour prendre, le territoire si riche, les gens ont défilé à Bakassi. Qui vous dit que le Nigeria, grand pays voisin, qui voulait déjà Bakassi, ne finira pas par soutenir des Amazoniens? Qui vous le dit? Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et si Bakassi, comme le régime aujourd'hui est incapable d'y investir, tombe entre les mains des Nigériens, ou alors bénéficie, c'est-à-dire que les sécessionnistes bénéficient de leur soutien, ce sera très compliqué. Écoutez le discours de Samuel Sako Ikome. Il fait appel d'ailleurs, il tend la main au Nigeria. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on nous disait que Kilimandjaro, machin, une société bizarroïde là, en 2012 avait signé les accords avec les anglophones pour avoir du pétrole, pour extraire du pétrole de Bakassi. Ça, c'était du pipeau. Mais, avec l'affaiblissement de l'État du Cameroun, et compte tenu du fait qu'il peut y avoir non seulement aussi Boko Haram qui est là, en train de venir aussi nous bousculer, mais aussi on vend des armes à côté, au Nigeria. On en fabrique. Et nos frontières, c'est boulevard. Cette guerre donc, les stratèges de Yaoundé, ils sont assis devant leur télé, ou alors sur des plateaux télé, ils sont en train de parler. Oh, nous allons faire ceci, on va recruter encore d'autres militaires, puis on va les écraser, nous avons les meilleures armes, nous avons signé les accords avec tel. Oui, c'est bien beau, parce que vous allez envoyer les enfants d'autrui.
D'ailleurs, il y a une nouvelle promotion qui est à peine sortie. 3 mois. On les envoie déjà que allez vous faire sacrifier. Et ces gens-là, ces enfants-là, ils vont arriver sur un territoire ennemi. Ils n'ont pas de possibilité, de capacité de pouvoir tenir. Et cet État-là, qui est anémié financièrement, asphyxié, il va faire comment? Ce sera donc très très compliqué. Et voilà l'exode qui est en train de s'organiser. C'est-à-dire que le problème va quitter du nord-ouest, du sud-ouest, pour aller à l'ouest, pour aller au littoral, pour aller à Yaoundé, petit à petit, puisque ce sont les mêmes gens qui se déplacent. Regardez la dernière statistique qui a été faite par l'ONG OCHA, qui s'occupe de la coordination de la crise humanitaire. OCHA dit que suite au blocage, 700 000 anglophones, dans les 3 dernières semaines, ont fui pour aller vers Bafoussam et vers Douala. Donc aussi, Douala donne avec Yaoundé, donne avec tel, donne avec tel, donne avec tel, donne avec tel. 700 000. 1800 seulement sont allés à Bamenda et Bouya. Donc Bamenda et Bouya sont en train de se vider. Il n'y a que 1800. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Voilà pourquoi est-ce qu'on vous dit les vrais États sont là pour vite endiguer des crises. Mais quand on les laisse se développer, eh bien, la situation finit par pourrir. 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 Et ça n'a rien à voir avec ce que certains vont aujourd'hui écrire derrière les ONG. Que oui, ce sont les ONG qui viennent vendre des armes. Ce sont les gens de la diaspora. Ce sont les ceci et cela. Ce n'est pas possible que vous puissiez dire comme ça là. Vous accusez les ONG. Mais aujourd'hui, la réalité est quoi? La réalité est que ces gens sont en train de fuir parce que l'ONU a suspendu l'aide humanitaire à 200 000 personnes depuis le 15 septembre. À cause de qui? À cause de vous, de ce régime-là. Ils ne peuvent plus avoir accès. Les organisations humanitaires ne peuvent plus avoir accès, puisque Atanganji sort les yeux. Il dit que non, vous ne devez pas aller, vous êtes des criminels et tout et tout et tout. Il est en train de combattre tous ceux-là qui sont capables de dire que, bon écoutez, ici, l'armée camerounaise a tiré, là il y a eu ceci et cela. Non, Atanganji ne veut pas. Le 26 septembre, il a fait une sortie en disant que il fallait barrer les ONG du Cameroun. Il fallait maintenant connaître avec qui ils collaborent. Il fallait qu'on détecte là où un responsable habite et qu'on sache tous les Camerounais qui collaborent avec les ONG. Ce qui, bien évidemment, est contraire à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et du coup, les ONG, on a coupé leurs bras. Et l'État qui disait pourtant qu'il repart investir 100 milliards, il n'a pas aller investir. Il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. C'est donc retour du boomerang, retour de la manivelle. Puisque en combattant les ONG, parce qu'on croyait tout simplement qu'on va rester là pour dire que, oh, Amnesty International, voilà, c'est vous qui êtes ceci et cela. Ils ont dit que c'était encore eux qui venaient avec des armes. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus surprenant, c'est que le même Atanganji, le même État du Cameroun, qui nous dit que les ONG viennent déstabiliser le Cameroun, eh bien, on a vu quoi? Certaines ONG comme MAP International être accueillies au Cameroun. MAP International. Et l'autre, international. Je dis, mais ça sort d'où? On dit que ça vient des États-Unis. Mais les Américains ne veulent plus déstabiliser le Cameroun. Et juste parce qu'on nous dit qu'ils sont venus avec un conteneur. Un conteneur pour donner les médicaments à qui? À l'armée.
Mais les ONG donnent les médicaments aux populations fragiles, aux gens qui n'ont pas de revenus. Mais au Cameroun, alors que l'État a un budget, l'armée a un budget, c'est voté. Aujourd'hui, l'État du Cameroun ne part mendier auprès des ONG dont on ne peut même pas déterminer la capacité. Et ces ONG, demain on va nous dire que ce sont des agences terroristes. Et les ONG en question, c'est toujours sous couvert à Tanganyika. Et vous savez, chaque fois qu'à Tanganyika vient avec les ONG, c'est des fausses. Puisque pendant l'élection présidentielle de 2018, pour essayer d'emballer les Camerounais dans le hold-up électoral, pour montrer, donner une certaine crédibilité, il était venu avec de faux agents de Transparency International. Là, il n'accusait pas les ONG. Hein. Il nous disait que voilà Transparency International. Des bandits, des va-nu-pieds, des clochards, des voyous qu'il avait ramassés partout ici et qui se sont présentés à la CRTV pour dire que l'élection présidentielle s'est bien passée. Et lorsque la vraie ONG Transparency International a dit que, mais nous on ne connaît pas ces gens-là, on dit que taisez-vous, c'est vous qui êtes faux. C'est l'ONG Transparency d'Atangandji qui est vrai. Donc les voilà qui ont recommencé avec les ONG. Ils sont en train d'expulser les vraies ONG du Cameroun pour faire entrer les fausses ONG. Depuis quand les ONG travaillent avec une armée? Qu'on doit aller donner les médicaments à l'armée, qu'on doit aller donner la nourriture à l'armée, qu'on doit aller donner ceci à l'armée. Mais c'est quoi ça? Une ONG? Mais c'est même une insulte à la nation. Mais malheureusement, nous sommes déjà tellement habitués à être insultés que le Cameroun est devenu la risée du monde entier.